Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Europe 1, 8h36. Et sur Europe 1, voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Aujourd'hui, à une de vos journaux, on continue à vivre à l'heure Vaticane. L'Express, Benoît XVI, les secrets d'une démission. Et la Croix, jours inédits au Vatican. Alors Libération décide de pousser un peu plus loin. Après le pape, Dieu démissionne. En fait, c'est une attaque contre la tentation de l'Église de peser dans le débat public. Et enfin, le Canard enchaîné se fait plaisir. Benoît XVI dans la position du démissionnaire. Mais rendons à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Les autres titres nous parlent des deniers publics. Aujourd'hui en France, le grand gaspillage de l'argent public. Et le Figaro, déficit. La France ne tiendra pas l'objectif des 3%. Oui, c'est un coup de tonnerre quand même pour l'économie française. Oui, on avait beau le savoir depuis longtemps quand même, quand c'est la Cour des comptes qui le dit, ça prend des allures dramatiques. À Ouest France également, Cour des comptes, le signal d'alarme. Donc, l'objectif de contenir le déficit à 3% du PIB en 2013, le grand objectif de François Hollande qui justifiait que l'on sacrifie à la croissance, ne sera pas tenu. Un objectif budgétaire, juge Guillaume Tabar dans Les Échos, qui tenait pourtant tout autant de l'impératif politique, mais qui reposait sur des hypothèses de croissance qui faisaient sourire. Pour tout président, écrit Guillaume Tabar, le retour au réel est délicat, selon qu'il est perçu comme du réalisme ou comme un reniement, comme de la prévoyance ou comme un aveu d'impuissance. Jean-Francis Pécresse, quelques pages plus loin, est plus sévère. Quand l'on a soi-même œuvré à étouffer les derniers moteurs de reprise sous près de 80 impôts nouveaux et près de 30 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires, afficher 0,8% de croissance finissait par relever du mensonge plutôt que de l'espoir. Bon, conclusion, pour tenir un objectif budgétaire dogmatique, le gouvernement a affiché une prévision de croissance irréaliste, mais aussi mener une politique économique qui rendait impossible cette croissance. C'est ce que nous dit Jean-Francis Pécresse. Pire, dans l'interview qu'il accorde au Monde, Didier Migaud, président de la Cour des comptes, rappelle également cette évidence. Quand on fonde une politique économique sur les hausses d'impôts, il faut s'attendre à des déconvenues. Toute baisse de la croissance entraîne mécaniquement une diminution des rentrées fiscales. Churchill aurait dit le déshonneur et la guerre. Alors vous avez cité il y a quelques instants le titre à la une du Canard enchaîné, mais dans le Canard, il y a aussi une petite histoire assez savoureuse. Que j'ai trouvé très, très édifiante. Quand il était maire de Puy-Guillaume, Michel Charasse a systématiquement refusé l'implantation d'un hypermarché, malgré les arguments classiques, un sacré de l'emploi, c'est un attrait pour la ville. Lui trouvait qu'en Auvergne, on pouvait décemment pas acheter du fromage sous plastique. Alors il raconte comment 3 messieurs sont venus déposer sur son bureau une enveloppe de 500 000 francs à l'époque. J'ai regardé mes 3 gus. Ou il s'agit d'une tentative de corruption d'un officier judiciaire en exercice, et dans ce cas, j'appelle le garde champêtre, et il notifie le flagrant délit. Ou c'est un don pour le bureau d'aide sociale de Puy-Guillaume, et dans ce cas, je vous fais un reçu. Bon, on comprend C'est mieux. du Charasse. Oui. On comprend mieux pourquoi la France est le pays d'Europe occidentale qui ouvre le plus de centres commerciaux. Alors qu'à Puy-Guillaume, 2700 habitants, il y a encore aujourd'hui 38 commerces, dont 14 bars et restaurants, 3 boulangeries, une épicerie, 2 producteurs bio et une ferme piscicole. C'est un choix politique. Et comme dit Michel Charasse, habituer les gens à manger de la cochonnerie, ça leur donne pas le moral. 14 bars quand même pour 2700 14 habitants. bars et restaurants, c'est bien, non Très bien. Ça s'appelle des lieux de sociabilité. Oui, voilà, tout à on se fait. parle. Télérama sort aujourd'hui, on est mercredi, et à la une, le récit du sauvetage des manuscrits de Tombouctou. Oui, c'est un récit vraiment passionnant. Le monde entier s'était affolé en voyant des vieux documents brûlés. Heureusement, ce n'était qu'une part infime, ce qui avait été laissé volontairement à la folie des islamistes. Pour la plupart d'ailleurs, c'était d'antiques exemplaires du Coran qu'ils ont eux-mêmes brûlés. Mais si tout le reste a survécu, c'est grâce au courage de quelques hommes qui ont risqué leur vie pour sortir de la ville sur des scooters, les textes du XIe et du XIIe siècle. On devait le faire, c'est notre culture, dit humblement Kader. Les derniers, Amidou les a cachés dans des vieux cartons, sous des cahiers de comptabilité, et il les retrouve avec l'arrivée des soldats français. Il les prend en main, les caresse, les renifle. L'Afrique noire, nous rappelle Télérama, n'a pas seulement une histoire orale, mais aussi un passé écrit en toutes lettres et qu'une poignée de héros a sauvé. Mercredi, jour des sorties cinéma, donc aujourd'hui sort Les Misérables. Tous les journaux en sont pleins de la superproduction hollywoodienne. Donc le Figaro nous raconte le tournage et le souci, je cite, de réalisme magique de Tom Hooper. Bon, quand on lit son interview, on comprend que la seule chose qu'il a retenue de la lecture d'Hugo, c'est que la seule manière de naviguer à travers la vie, c'est d'avoir expérimenté l'amour. Jean Valjean au pays des bisounours. Pour les décors époustouflants, une photo de la barricade en une du Figaro et vous, avec couleurs criardes, cadavres savages
savamment répartis, ça fait pas tellement envie. Donc on préférera le jugement de Cécile Murry dans Télérama. Ce n'est pas mauvais, c'est pire. Un navet gigantesque de la famille des tubercules mutants. Ça, c'est fait. Oui, elle aussi constate que le message humaniste de Hugo est resté au vestiaire. Elle conclut « misérable, oui, au singulier ». Le clin d'œil du jour. Un article dans Le Monde nous apprend que décidément, tout fout le camp. Cette fois, la victime, c'est la pin-up du Sun. Vous savez, cette jeune femme d'un goût délicieux qui posait seins nus en page 3 du journal de Rupert Murdoch, avec une légende salace en général. C'est sociologique, hein. Les cols bleus ont disparu, remplacés par des immigrés qui parlent mal la langue et qui ne goûtent pas le charme discret du topless. Et pour relancer les ventes, il faut conquérir le lectorat féminin. Cela dit, dans Métro aussi, on trouve des seins nus, ceux des Femen qui ont organisé hier un happening à Notre-Dame pour hurler qu'elles ne veulent plus de pape. Mais finalement, je me dis qu'elles font progresser la misogynie bien plus sûrement que la pin-up du Sun. Merci Natacha Polony.